Au cours de ma dernière vidéo, je vous ai montré cette image, pour illustrer à quoi ressembleraient les dépenses publiques dans une France libérale. Certains d'entre vous ont sûrement remarqué l'absence de la plus grosse dépense publique de la France, les retraites. Représentant 26,2% des dépenses publiques, soit environ 15% du PIB, elles sont source de beaucoup de discussions, et de troubles pour notre beau pays. En effet, si elles sont financées à 65% par les cotisations dédiées, le reste doit être payé par de l'impôt, à hauteur de 15%, et de la dette. Ce système, n'étant plus capable d'être financé sans s'endetter, est donc, semble-t-il, en bout de course. Dans cette vidéo, nous allons refaire un tour rapide de notre système de retraite par répartition, étudier pourquoi il est aujourd'hui non pas optionnel, mais nécessaire de le changer, regarder son alternative, puis je vais vous proposer un plan détaillé de transition vers ce nouveau modèle. Le système de retraite par répartition en France repose sur un modèle où les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Cependant, avec un vieillissement rapide de la population et une diminution du nombre d'actifs, ce système devient de plus en plus difficile à maintenir. Selon le Conseil d'orientation des retraites, le nombre de retraités devrait augmenter de 10% d'ici 2030, alors que celui des actifs continuera de baisser, créant un déséquilibre financier majeur. Le rapport de la Cour des comptes estime que le déficit du système de retraite pourrait atteindre 20 milliards d'euros d'ici 2030. Cette situation, combinée à une pression croissante sur les cotisations sociales, rend le système actuel non durable à long terme. Le passage à un système de retraite par capitalisation, comme recommandé par des institutions comme l'OCDE et la Banque mondiale, pourrait offrir une solution viable en diversifiant les sources de financement et en permettant aux cotisations de générer des rendements sur le long terme. Ainsi, face à un déséquilibre financier croissant, réformer le système de retraite n'est pas une option, mais une nécessité pour garantir sa pérennité et alléger la charge sur les générations futures. Il suffit d'augmenter les cotisations, me direz-vous. Déjà, à titre purement personnel, j'estime que 45% du PIB en prélèvement obligatoire suffit largement. Devrait pas y avoir besoin de plus. Mais plus factuellement, les cotisations ne payent que 65% des retraites. Pour arriver à 100%, il faudrait une augmentation du prélèvement de 54%. Si on fait peser les augmentations sur les charges patronales, certaines entreprises devront soit licencier les employés, soit fermer. Donc moins d'actifs pour payer les retraites, donc besoin d'augmenter les cotisations, donc moins d'actifs, etc. Et si on veut augmenter l'âge de la retraite, bah écoutez, si vous êtes prêt à travailler pendant 43 fois 1,54, 67 ans, allez-y si vous voulez, mais très peu pour moi. Pas partir à 67 ans, travailler pendant 67 ans. Pour quelqu'un qui aurait commencé à travailler à 18 ans, ça donne 85 ans. Donc pour payer le système de retraite, il faut qu'il n'y ait pas de retraités. Et ça n'ira pas en s'améliorant à cause du ratio actif-retraité qui diminue. Donc non, le système par répartition ne fonctionne plus. Il faut passer à autre chose. Certains ont peut-être vu ce tweet X de David Guiraud, député LFI de la 8e circonscription de Roubaix, datant du 7 avril. Pire, certains ont peut-être même été d'accord avec lui. Pour donner du contexte à ceux qui voient cette vidéo plus tard ou qui ont tout simplement rien suivi, le 2 avril 2025, Donald Trump a mis en place des tarifs douaniers très agressifs, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser la bourse assez drastiquement sur les jours suivants. Alors pourquoi cette publication est-elle aussi catastrophique et malhonnête, et pourquoi être d'accord avec lui, c'est encore pire. Pour la première partie de la publication, notre très cher David semble oublier que l'épargne retraite ne se constitue pas en un jour, mais sur des décennies. Et pour la deuxième partie, j'espère ne pas avoir besoin de vous remontrer la sainte boucle des cotisations. Donc, comment ça marche ? Chacun épargne durant sa vie active, et cette épargne est investie pour produire des revenus qui financeront sa retraite. Tout simplement. Contrairement au système par répartition, où les cotisations des actifs payent directement les pensions des retraités, la capitalisation permet à chacun de se constituer un capital personnel, souvent via des fonds de pension ou des produits d'investissement. On va prendre plusieurs exemples sur le même nombre d'années travaillées qu'actuellement, 43. Définissons d'abord avec quel taux d'intérêt on investit. Faut pour ça choisir un produit d'investissement. J'ai choisi le plus stable pour un actif risqué, un ETF World. Depuis la création de l'ETF que j'ai choisi en 2009, il y a donc 16 ans, sa valeur boursière a été multipliée par 6,125, ce qui nous fait un taux d'intérêt de 7,22% par an. Prenons un cas de figure où l'actif all-in dans cet ETF, et un où il fait moitié-moitié avec un livret d'épargne type livret A avant la baisse du taux à 3% annuel. On a donc le taux moitié-moitié à 5,11% et le taux all-in à 7,22%. Pour simplifier les calculs, on va aussi considérer que ces gens-là ne se font jamais augmenter. Ils resteront au même salaire toute leur vie, ce qui n'est pas censé arriver.
On va partir du principe que, une fois les 43 ans passés, le taux d'intérêt repasse à 3%, all-in sur le livret A. Pour un employé qui touche le salaire médian, les cotisations retraite sont environ à 400 € par mois, ce qui nous fait, au bout de sa carrière, 706 000 €. Avec uniquement les intérêts à 3%, ça fait environ 20 000 € bruts par an. Ce qui est pas énorme, mais j'ai pas pris en compte les charges patronales, ce qui monte la cotisation mensuelle à environ 1000 €, et avec les intérêts composés, cet employé construit un patrimoine de 1,7 million d'euros, et peut donc toucher 52 000 € bruts par an, uniquement avec les intérêts. Inutile de dire qu'il gagnerait beaucoup moins avec le système actuel. Gardons cette même personne, mais avec le taux plus élevé. À la fin de sa carrière, il aura accès à 3 millions d'euros, et touchera 90 000 € bruts par an, avec les intérêts à 3%. Bon, très bien pour le médian, mais pour le salaire minimum. Une personne au SMIC cotise en tout un peu moins de 300 € par mois pour les retraites pures. Avec le premier taux d'intérêt, en fin de carrière, cette personne aurait accès à 530 000 €, soit 16 000 € bruts par an avec les intérêts. Pour un taux d'intérêt de 7,22%, quasiment millionnaire, 950 000 € en fin de carrière, pour des intérêts de 28,5 000 € par an. Donc, pour résumer, en prenant le pire cas possible de quelqu'un qui est bloqué au SMIC pendant ses 43 ans de travail, avec un taux d'intérêt pour lequel la seule possibilité de défaut est l'effondrement de l'intégralité du système bancaire, financier et éventuellement de plusieurs États, on arrive à une meilleure retraite que dans le système actuel. Et en prenant un taux à peine plus risqué, on peut s'enrichir, grimper l'échelle sociale et complètement changer sa vie. C'est trop beau pour être vrai, non ? Oui et non. Oui, parce que ça nécessite une chose, un minimum de culture financière. Il est tout à fait possible de tout perdre en faisant absolument n'importe quoi avec son épargne, mais dans le cas où vous ne voulez pas vous en charger, dans un tel système, des assurances privées de retraite se créeraient et pourraient s'occuper de ça pour vous. Et l'État pourrait aussi créer des fonds de retraite à risque quasi nul pour les plus averses au risque. Et non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, parce que c'est aussi simple qu'une bête formule de mathématiques. Si vous avez peur que ça creuse des inégalités, dans ce système, l'épargne n'est pas réservée aux riches. Oui, ils pourront plus s'épargner que les autres, mais dans le système par répartition, où la cotisation est immense et empêche beaucoup de gens de mettre de côté, seuls les gros salaires et ceux qui sont déjà riches peuvent réellement épargner, creusant encore plus l'écart, dans les faits. Ça a aussi l'avantage de lier l'économie globale au portefeuille des Français. Quand elle se porte bien, le peuple est content. Quand elle se porte mal, le système de répartition se porte encore plus mal pour les actifs à cause des licenciements, comme je disais pour la boucle de tout à l'heure, ou pour les retraités si on n'augmente pas les cotisations ou le temps de travail. Mais alors si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Au-delà des accusations que je pourrais lancer envers ceux qui nous gouvernent, il y a tout de même une étape pas forcément facile à franchir, la transition vers la capitalisation. Ça tombe bien, je suis tombé sur un petit tableau Excel tout à l'heure en promenant mon chien, ça avait l'air de parler de ça, donc je vais vous le montrer. Le but ici est pas de donner des mesures hyper concrètes à base de on va fixer la TVA à X% ou supprimer telle ou telle taxe à l'année Y, mais propose un chiffrage de comment la transition pourrait se dérouler. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous vous souviendrez peut-être de ça. Pour les autres, déjà vous pouvez aller la regarder, mais c'était le résultat de plusieurs simulations de calcul de budget en utilisant les dépenses actuelles. Pour rappel, la simulation 3 prenait en compte défense, sécurité, justice, dette, santé et chômage, et laissait l'éducation aux collectivités locales. On va arrondir au supérieur pour le fun, et on va se fixer un objectif de dépenses publiques de 20%. On va utiliser le cadre suivant. Sur une période de 25 ans, allant de 2025 à 2050, l'objectif principal est de réduire les dépenses publiques de retraite de 14,5% à 2,5% du PIB, qui servirait de couverture sociale, tout en assurant une transition soutenable, sans double cotisation, ni rupture de droit. Pour rendre la tâche plus compliquée, on va en profiter pour créer un fonds souverain de transition retraite. Je vais l'appeler FSTR pour aller plus vite par la suite. Le début des versements pour le FSTR commenceront en 2031, année 6 du programme, avec un montant annuel de 5% du PIB et un rendement net attendu de 4% par an. Pour l'utilisation des intérêts, dès 2030, les intérêts sont immédiatement détachés du fonds et affectés au financement des retraites. On estime une croissance annuelle du PIB à 2%. C'est un peu très optimiste, mais c'est la seule hypothèse optimiste que je me suis permise. Et vous verrez que ça n'a pas tant d'impact que ça. Première phase du plan, avoir un solde budgétaire positif. Étant actuellement à 57% du PIB de dépenses publiques, je suis parti de 59 pour la simulation, et 52% pour les recettes. L'objectif est d'arriver à l'équilibre le plus vite possible. J'ai considéré l'objectif de 45% pour 2030, soit moins 2,8% du PIB par an, avec des recettes qui diminuent linéairement à partir du moment où le solde est positif, jusqu'en 2050. Pour cette première phase, le montant des retraites ne bougera pas. Deuxième phase du plan,
création du FSTR et début de la diminution de la répartition. À partir de ce moment-là, les retraites commencent à baisser, et les cotisations avec. Les cotisants sont grandement encouragés à commencer à épargner, même ceux qui se rapprochent de leur retraite. Le FSTR est créé, et les intérêts peuvent être utilisés de deux façons. La première est de les injecter directement dans les retraites versées, permettant de lisser un peu plus la transition pour les retraités. La seconde est de déduire ces intérêts des cotisations payées par le contribuable. Dans cette simulation, j'ai choisi la deuxième option, la plus compliquée politiquement, mais la plus libérale dans l'esprit. La solidarité n'est pas forcée, l'argent restitué aux travailleurs leur permet de s'enrichir, et donc de pouvoir, à leur bon vouloir, mieux aider les retraités qui en ont besoin. Il est aussi possible d'utiliser le solde budgétaire positif pour lisser la transition. Je l'ai pas fait dans ce tableau parce qu'il m'a servi à autre chose. Voilà le tableau, je vous encourage à mettre pause pour le consulter. Dans cette simulation objectivement compliquée pour les retraités, on arriverait à ne plus avoir besoin de cotisation en 2044, seulement 19 ans après le lancement du plan, et 14 ans après avoir commencé à diminuer les retraites distribuées. Le FSTR serait très rempli, et permettrait bien des choses en utilisant uniquement les intérêts. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça ? Il y a tout de même une étape pas forcément facile à franchir. J'ai menti. J'ai volontairement pris un scénario rude sur beaucoup de plans. Ajout du FSTR, pas de prise en compte de la croissance du PIB pour le calcul des retraites nettes, seulement pour le FSTR, objectif de dépenses publiques bas, diminution des recettes rapides, spoiler, il y avait le début de remboursement de la dette en parallèle, justement pour montrer que c'était largement faisable. Ici, on a réussi à plus avoir besoin de cotiser pour les retraites 6 ans avant l'objectif fixé. On pourrait même passer à une couverture sociale de 5,76% du PIB et remplir l'objectif dans le même scénario. Je ne sais pas dans quelle langue le dire, quel hiéroglyphe utiliser pour que tout le monde comprenne que la transition est non seulement possible, faisable, mais aussi absolument nécessaire. J'ai moins de 30 ans, j'ai pas envie de finir de travailler à 70 ans pour financer un système qui est objectivement voué à s'effondrer d'ici là. Plus tôt on s'y prend, mieux ça sera pour l'écrasante majorité. Et comme dirait un grand homme... Nique ta mère l'URSSAF. Car je refile tout.